Oui, je vous écoute. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que là, je n'ai plus de réaction de votre part. Oui, madame, on vous entend bien maintenant. Alors, c'est quoi l'objectif général de ce TP, de ce TP2? Qu'est-ce qu'on cherche à étudier? Étudier les échanges d'eau entre la plante et son environnement. Voilà, donc on va étudier. Alors, on ne va pas étudier les échanges, vraiment, on va étudier les forces qui sont derrière les échanges en eau entre la plante et son environnement. D'accord? C'est-à-dire quelles sont les forces qui permettent à l'eau de se déplacer, par exemple, du sol vers la plante ou bien de la plante vers l'atmosphère. Voilà. Alors, on va étudier les échanges d'eau entre la plante et son environnement à travers deux choses. On va d'abord illustrer le phénomène de l'absorption de l'eau par la plante et on va mettre en évidence la transpiration en l'estimant à partir de tiges de menthe. Donc, on va estimer la transpiration, on va la mettre en évidence et on va la calculer, ou la mesurer, pardon, la mesurer au niveau des plantes de menthe. Le TP, pareil, va se dérouler donc en deux parties. La première partie, elle consiste à déterminer le potentiel hydrique d'un tissu végétal et on prendra comme modèle la pomme de terre. La deuxième partie, donc, comme je l'ai dit, mesurer la transpiration des jeunes plantules de menthe. On commence par la détermination du potentiel hydrique chez la pomme de terre. Alors, des généralités concernant le potentiel hydrique. C'est quoi le potentiel hydrique? Là, je ne vais pas vous donner vraiment la définition en termes dynamiques de la chose, mais juste, je vais essayer de simplifier pour que vous puissiez comprendre les mécanismes. Le potentiel hydrique, en fait, il correspond à une énergie. Une énergie, on peut l'appeler une force, qui contrôle le mouvement de l'eau, qui permet à l'eau de bouger, qui permet à l'eau de se déplacer. Donc, le potentiel hydrique, c'est une énergie qui permet à l'eau de se déplacer. Donc, on va l'imaginer comme une force qui contrôle le mouvement de l'eau. Dans le cas d'une eau qui est pure, c'est-à-dire si je prends un milieu où je n'ai que de l'eau pure, dans cette eau, il n'y a aucune force exercée sur les molécules d'eau. Imaginez que c'est des molécules qui sont libres. Leur énergie, elle est au maximum, elle est optimale. Très bien. Alors, cette molécule d'eau, elle est complètement libre et par convention, donc, les scientifiques ont défini le potentiel hydrique pour cette eau pure comme étant égal à zéro. Comme étant égal à zéro, par convention. Ça aurait pu être n'importe quel autre chiffre, mais là, ils ont convenu que lorsque les molécules d'eau sont complètement libres, le maximum d'énergie est là. Donc, elles sont complètement indépendantes. On dit, voilà, l'eau pure, elle a un potentiel hydrique égal à zéro. Par convention, bien sûr, je dis. Alors, les détails de ce potentiel hydrique, vous l'avez dans le cours de M. Hafidi, qui est à votre disposition sur YouTube. Voilà, donc l'eau, à ce niveau-là, on dit le potentiel hydrique, et on utilise le symbole psi pour indiquer le potentiel hydrique. Le potentiel hydrique de l'eau pure est égal à zéro. Zéro quoi? Eh bien, zéro bar. Ça peut être zéro pascal, kilopascal, millibar. C'est-à-dire qu'on utilise pour le potentiel hydrique les mêmes unités que celles qu'on utilise pour la pression. Les mêmes unités que pour la pression. Si jamais je mets en présence de l'eau pure, je mets en présence un soluté, j'ajoute des ions. Par exemple, je rajoute ici, je prends le cas de NaCl. J'ajoute un sel qui est le NaCl. Alors, sachant que la molécule d'eau,
et ça a été également expliqué par M. Hafidi, je le reprends, la molécule d'eau, elle correspond à un dipôle. Ça veut dire qu'elle a deux pôles. Un pôle positif du côté des H+, du côté des protons plutôt, du côté de l'hydrogène, et un pôle qui est négatif du côté de l'oxygène. La molécule d'eau, c'est H2O. Ça veut dire qu'il y a un oxygène et deux atomes d'hydrogène. Et cette molécule d'eau, elle est polarisée de telle sorte elle est plus électronégative du côté de l'oxygène et plus électropositive du côté de l'hydrogène. Lorsque je prends en présence de ces molécules d'eau qui sont libres, je rajoute par exemple du NaCl. Le NaCl, une fois qu'il est mis dans l'eau, il va se dissocier, il va s'ioniser. Je vais avoir des ions sodium et des ions chlore. Qu'est-ce qui va se passer en présence des molécules d'eau? Eh bien, les ions sodium, qui sont des cations, vont exercer une force d'attraction sur le pôle négatif de la molécule d'eau. Sur le pôle négatif de la molécule d'eau, c'est-à-dire le pôle contenant l'oxygène. Alors, ils vont donc exercer une attraction. Ce n'est pas des liaisons covalentes, mais juste des liaisons, on va dire, une attraction électrique. D'accord? Donc, ils vont se rapprocher. Et les anions, qui sont là représentés par le chlore, d'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont attirer, ils vont exercer une force d'attraction sur le côté ou sur le pôle positif de la molécule d'eau, qui est ici le pôle hydrogène. Dans ce cas, est-ce que les molécules d'eau sont libres comme dans le cas de l'eau pure? Bien sûr que non, parce qu'il y a des forces d'attraction qui sont exercées dessus. Est-ce que les molécules d'eau sont en pleine liberté? Est-ce qu'elles ont la pleine énergie? Ils n'ont plus la pleine énergie, ils ne sont plus à l'état d'énergie optimale, mais leur énergie a diminué, leur liberté a diminué. Si ça diminue, ça veut dire que le potentiel hydrique, au lieu qu'il soit à 0, il va être inférieur à 0. C'est-à-dire que l'optimum, c'est 0. Si ça diminue, si c'est l'énergie de l'eau, elle diminue, la liberté de l'eau diminue, ça veut dire que je vais me retrouver avec un chiffre qui est plutôt négatif. Donc, j'aurai le potentiel hydrique qui va être négatif. Dans notre cas ici, donc le potentiel hydrique de l'eau, dans ce cas, j'ai mis qu'il n'y a que de l'eau, donc on peut imaginer ça dans un tube. D'accord? J'ai donc l'eau plus NaCl. Donc là, le potentiel hydrique va être inférieur à 0, donc on va dire qu'il va être moins un chiffre que j'ai appelé ici Y bar, moins Y. D'accord? Et il correspond à quoi, en fait, ce potentiel hydrique? Il dépend tout simplement, dans notre cas ici, il ne dépend que du potentiel hydrique de ces solutés. Ça veut dire les forces exercées par ces solutés sur les molécules d'eau, qu'on appelle le potentiel de soluté ou qu'on appelle le potentiel osmotique. Donc, dans notre cas ici, le potentiel hydrique a diminué. Et il dépend de quoi? Il va dépendre du potentiel osmotique, qu'on appelle le potentiel de soluté. Il est dû à quoi ce potentiel de soluté? Il est dû aux ions que j'ai à l'intérieur, ici, là, dans ma solution, qui sont le cas présent, le sodium et le chlore. Bien. Qu'est-ce qui fait que j'ai un déplacement d'eau entre deux compartiments? On sait très bien qu'initialement, l'eau, elle se trouve dans le sol. Et l'eau doit passer du sol vers la racine. Donc, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui va gérer, d'accord, qui va contrôler le déplacement de l'eau d'un compartiment vers l'autre. Par exemple, du sol vers la racine. Eh bien, sachez que c'est la différence de potentiel hydrique entre les deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable qui va contrôler le sens du mouvement de l'eau. Et l'eau, elle se déplace du milieu à potentiel hydrique élevé vers un milieu qui a un potentiel hydrique faible. Prenons le cas ici d'un récipient dans lequel on va mettre bien sûr de l'eau, qu'on va séparer ici avec une membrane semi-perméable. Ça veut dire qu'elle laisse passer l'eau mais ne laisse pas passer les ions. Et d'un côté de la membrane, on va mettre juste de l'eau pure. Et de l'autre côté, on va mettre de l'eau avec un soluté.
Ça peut être n'importe quoi, ça peut être par exemple du saccharose. D'accord? On va mettre une grosse molécule. Voilà, on va mettre une grosse molécule, on va mettre le saccharose. Alors, dans le compartiment où il n'y a que de l'eau pure, les molécules d'eau, elles ont un maximum d'énergie. Donc, leur potentiel hydrique est très élevé. Donc, on a une forte énergie. Et dans le compartiment où j'ai des molécules d'eau avec un soluté, par exemple le saccharose, l'énergie de l'eau dans ce deuxième compartiment est plus faible. Donc, le potentiel hydrique est plus faible. Et on sait que l'eau va bien sûr bouger, elle va se déplacer du potentiel hydrique élevé vers le potentiel hydrique le plus faible. Donc, le mouvement de l'eau, rappelez-vous, toujours ça, l'eau se déplace du potentiel hydrique élevé vers le milieu à potentiel hydrique faible. Ça va nous permettre de bien comprendre la loi de l'osmose par la suite. Voilà, donc si j'imagine maintenant une cellule, d'accord? Une cellule avec, disons, un milieu, qu'on place dans un milieu qui est hypotonique. Donc, je prends une cellule, je mets dans un milieu hypotonique. Hypotonique, ça peut être moins concentré que la cellule, ou bien de l'eau pure, tout simplement. Et bien, normalement, lorsque je suis dans un milieu hypotonique, qu'est-ce que j'ai? J'ai le milieu extérieur, il va avoir un potentiel hydrique plus élevé que la cellule. Et dans ce cas, je vais avoir un déplacement de l'eau. Donc, le potentiel hydrique du milieu est supérieur à celui de la cellule, parce que je sais que dans la cellule, il y a toujours des solutés, ils sont très concentrés. Donc, je vais voir si le milieu est hypotonique par rapport à la cellule, ça veut dire moins concentré que la cellule. Ça veut dire que l'énergie de l'eau à l'extérieur est plus forte. Donc, l'eau va se déplacer de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pourquoi vous avez dans un milieu hypotonique, l'eau va se déplacer vers la cellule, comme le montrent les flèches jaunes. Si au contraire, je place cette même cellule, je la mets dans un milieu hypertonique, ça veut dire très concentré par rapport à la cellule elle-même. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais me retrouver avec la cellule qui a un potentiel hydrique qui est supérieur à celui du milieu extérieur. Et donc, l'eau va se déplacer du plus fort vers le plus faible, donc elle va sortir de la cellule vers le milieu extérieur. Et si jamais je place ma cellule dans un milieu qui est isotonique, ça veut dire que c'est à égalité de concentration, je vais avoir le potentiel hydrique du milieu qui est égal au potentiel hydrique de la cellule. Ça veut dire que j'ai autant d'eau qui rentre que d'eau qui sort, donc je suis dans une situation d'équilibre. Très bien, ça c'est la loi de l'osmose que vous connaissez déjà et que vous avez toujours utilisée. Voyons voir ce qui se passe maintenant réellement dans une cellule végétale et comment est-ce que je peux savoir, ou plutôt de quoi dépend mon potentiel hydrique dans la cellule. Quelles sont les différentes forces qui contrôlent le potentiel hydrique dans ma cellule et qui contrôlent le mouvement de l'eau. Pourquoi je parle de la cellule végétale? Eh bien, tout simplement parce que tout à l'heure, on a vu dans un récipient, donc on va dire in vitro, d'accord? Lorsque je mets dans un récipient deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable, donc il y a juste la membrane, et que je mette un soluté, par exemple ici le saccharose, dans un compartiment avec de l'eau, et de l'autre côté, je n'ai que de l'eau pure. Bien sûr, on vient de le voir, l'eau va se déplacer de potentiel hydrique élevé vers le plus faible. Donc là où il y a l'eau pure, c'est donc le potentiel hydrique égale 0, donc c'est le plus élevé, va donc céder ou bien va donner l'eau au deuxième compartiment, bien l'eau va se déplacer vers le deuxième compartiment qui contient le saccharose. Et là, le saccharose, il exerce une force d'attraction sur les molécules d'eau. Donc on a une force d'attraction. Cette force d'attraction, donc c'est ce qu'on a appelé le potentiel de soluté ou le potentiel osmotique. Donc là, dans ce compartiment, l'eau qui est là, donc elle est accrochée ou attirée par les molécules de saccharose. Et également, comme on a une membrane semi-perméable qui laisse passer l'eau, l'eau qui se trouve dans le compartiment
où il n'y a que de l'eau pure, donc cette eau pure, elle va être attirée également donc, par cette force qui se trouve dans le deuxième compartiment. Donc l'eau va venir donc, vers le compartiment où il y a le saccharose. Donc on dit qu'on a l'eau qui va se déplacer du potentiel hydrique élevé vers le potentiel hydrique le plus faible. Et ce potentiel hydrique dans le deuxième compartiment où il y a le saccharose, comme on a dit, dépend d'une seule chose. Il ne dépend que de la concentration des solutés qui se trouvent dans ce compartiment. Et c'est pourquoi qu'on dit qu'il est égal, le potentiel hydrique est égal au potentiel osmotique, qui est égal lui-même à moins CRT. C, c'est la concentration du soluté, R, c'est une constante de gaz parfait, et T, c'est la température. Donc, si je connais la concentration, je peux donc estimer le potentiel osmotique, donc je peux estimer le potentiel hydrique, qui est donc, comme je l'ai dit, toujours une valeur négative. Ça, c'est dans un tube à essai, par exemple, ou une vitro, comme on le voit ici. Ça veut dire que le potentiel hydrique dans ce compartiment avec les solutés dépend seulement de la concentration du saccharose, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe dans une cellule végétale et de quoi dépend le potentiel hydrique dans une cellule végétale? C'est-à-dire, quelles sont les composantes du potentiel hydrique dans une cellule végétale? Dans un tube, le potentiel hydrique est égal au potentiel osmotique. Mais dans une cellule, est-ce que c'est la même chose? Pour cela, on va essayer de comprendre peu à peu. Imaginons qu'on a pris là une cellule, qu'on a plongé cette cellule dans un récipient. Par exemple, c'est un bécher. D'accord? Alors, on voit qu'il y a de l'eau pure à l'extérieur et on a la cellule. Ça veut dire que les deux compartiments sont séparés par une membrane semi-perméable. D'accord? Mais en plus de la membrane, on a une paroi. D'accord? On a une paroi qui est en jaune ici. Donc, c'est une paroi qu'on appelle la paroi pectocellulosique. Alors, étant donné que l'extérieur, ça contient de l'eau pure, ok, donc le potentiel hydrique, il est très élevé à l'extérieur. Et le potentiel hydrique à l'intérieur de la cellule va être plus faible. Pourquoi? Parce qu'on a des solutés à l'intérieur de la cellule. Une cellule vivante, ça contient toujours des solutés. Le potentiel hydrique à l'intérieur, il est très important. Il est très négatif. Voilà, il est très faible. Alors, l'eau va être, bien sûr, comme on l'a dit, va se déplacer du milieu à potentiel hydrique élevé vers le potentiel hydrique faible. Donc, normalement, elle doit se déplacer selon les flèches jaunes. L'eau est attirée par les solutés qui se trouvent à l'intérieur de la cellule. Alors, ça veut dire que l'eau est attirée par le potentiel de soluté. Le potentiel de soluté, on a dit, dépend des concentrations des solutés à l'intérieur de la cellule. Seulement, est-ce que l'eau va rentrer, c'est-à-dire que l'eau, elle va toujours se déplacer, donc le potentiel hydrique va toujours dépendre du potentiel de soluté à l'intérieur de la cellule. Là, on doit faire attention à une chose très importante, c'est la paroi. Il y a une paroi. Et cette paroi pectocellulosique, elle n'est pas très élastique. Elle a une certaine souplesse, mais qui est très, très limitée. Elle est vraiment relativement rigide. Elle n'est pas vraiment solide, rigide, mais elle n'est pas élastique dans le sens, elle est très souple. Non, elle a un certain degré d'élasticité, mais c'est une élasticité limitée. Alors, vous imaginez une cellule avec une paroi qui l'entoure et de l'eau qui rentre, d'accord, qui rentre, parce qu'il y a le potentiel de soluté donc, qui l'attire, ça veut dire qu'il y a des solutés qui attirent l'eau vers la cellule, et la cellule va donc gonfler, puisqu'elle va prendre de l'eau, elle va gonfler. Alors, est-ce qu'elle va continuer à prendre de l'eau? Ça veut dire, est-ce que le potentiel hydrique élevé à l'extérieur va toujours dépendre du potentiel hydrique faible à l'intérieur de la cellule? C'est-à-dire que l'eau va continuer à rentrer indéfiniment? Eh bien non, parce que j'ai une paroi qui est rigide. J'ai une paroi rigide qui va donc limiter l'entrée de l'eau. Ça veut dire que cette paroi, elle va s'opposer à l'entrée de l'eau dans la cellule. Elle va s'opposer à l'absorption de l'eau vers la cellule. Donc c'est une force opposée. C'est pourquoi elle est présentée là par des flèches bleues qui sont dans le sens inverse des flèches jaunes. Alors, pour bien comprendre cela, je peux très bien vous donner un exemple simple. C'est l'exemple d'un ballon. Un ballon plastique qu'on peut gonfler. Un ballon gonflable. D'accord? Je prends ce ballon et je souffle dedans. Je le remplis donc avec de l'air, comme je peux le remplir avec de l'eau.
Je peux le remplir, le remplir, le remplir, le remplir. Il peut se remplir indéfiniment jusqu'à ce que j'atteigne la limite de l'élasticité de mon ballon. Et là, il va éclater. C'est exactement ce qui se passe dans une cellule animale. Si je place une cellule animale, notamment des cellules sanguines ou des hématies, on peut faire le test, on les place dans l'eau pure, elles vont gonfler, gonfler, à un moment donné, elles éclatent ces cellules. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paroi qui limite le volume de la cellule, ou qui s'oppose à l'entrée de l'eau, en fait. Dans le cas d'une cellule végétale, eh bien, on va imaginer le même ballon, d'accord? Mais ce ballon, on va l'introduire au départ, tant qu'il est vide, on va l'introduire dans un bocal, dans une bouteille, par exemple. Une bouteille en verre, ou même en plastique. On va imaginer même en plastique, mais plastique rigide, d'accord? Et on va souffler dans ce ballon, puis on va remplir avec de l'eau tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer? On va remplir, le ballon va se remplir, se remplir, se remplir, se remplir, mais à un moment donné, on ne peut plus rajouter de l'eau à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les parois rigides du flacon empêchent l'eau d'entrer. Donc, ils s'opposent à l'entrée de l'eau. Donc, si je prends cet exemple et que je le projette sur une cellule végétale, ça veut dire que le potentiel hydrique d'une cellule végétale, le potentiel hydrique, c'est-à-dire le potentiel hydrique, c'est lui qui permet à l'eau d'entrer dans la cellule. Okay? Ce potentiel hydrique, il va dépendre en fait de deux autres potentiels. Il y a le potentiel de soluté, effectivement, qui tire les molécules d'eau, mais il y a également le potentiel de turgescence ou le potentiel de paroi, on appelle ça pression de paroi, ou le potentiel de pression, ou le potentiel de turgescence. Les différents noms. Alors, soit la pression de paroi, soit la pression de turgescence, soit le potentiel de turgescence, d'accord? Alors, tout ça intervient dans le mouvement de l'eau, dans le déplacement de l'eau, dans l'absorption de l'eau. Donc, le potentiel hydrique d'une cellule végétale dépend du potentiel de soluté, qu'on appelle le potentiel osmotique, et du potentiel de turgescence qui est dû à la présence de la paroi pectocellulosique. Donc, l'équilibre, ou plutôt la résultante entre les deux, c'est ça qui va vraiment donner le mouvement de l'eau vers la cellule, qui va conditionner ou contrôler le mouvement de l'eau vers la cellule. Donc, le potentiel hydrique d'une cellule, par exemple, ici on va travailler sur la pomme de terre, donc on a dit potentiel hydrique de la frite, va dépendre du potentiel osmotique et du potentiel de turgescence. Le potentiel osmotique dépend de la concentration des solutés à l'intérieur de la frite. Est-ce que je connais les teneurs de solutés à l'intérieur de la frite? Le potentiel de turgescence dépend de la pression de paroi en pleine turgescence. Est-ce que je la connais? En fait, pour calculer le potentiel hydrique de la frite, il faut absolument que je mesure le potentiel osmotique et le potentiel de turgescence. Mais nous ne possédons pas les appareils qui permettent de mesurer séparément le potentiel osmotique de la frite et son potentiel de turgescence. Il y a des appareils spécifiques pour cela, mais nous ne les avons pas, ce qui fait qu'on va mesurer le potentiel hydrique non pas en mesurant le potentiel osmotique et de turgescence de la frite, mais on va le faire d'une façon indirecte. On va le faire d'une façon indirecte. OK? Donc, nous ne pouvons pas mesurer directement ces deux paramètres, mais on va mesurer le potentiel hydrique de façon indirecte, et c'est ce qui va être le principe de la technique que l'on va utiliser tout de suite. On va utiliser comme technique une incubation. Donc, la méthode consiste à incuber des frites dans des solutions de saccharose de concentration variable. D'accord? Alors, on sait d'avance que lorsque je prends des frites, que je les mette en présence de saccharose avec des concentrations variables, je sais que je vais avoir des échanges d'eau qui vont se produire. Ces échanges d'eau vont s'effectuer soit dans un sens, soit dans l'autre, c'est-à-dire soit de la frite vers le milieu extérieur, c'est-à-dire le tube qui contient le saccharose, soit l'eau va se déplacer du tube, là où il y a le saccharose, l'eau va se déplacer du tube vers la frite. Et donc, finalement, qu'est-ce qui gère
ces mouvements d'eau, on l'a dit, c'est les différences de potentiel hydrique entre les deux milieux. Alors, une précision très, très importante, pourquoi est-ce qu'on utilise le saccharose? Le saccharose, c'est une grosse molécule qui ne traverse pas la membrane plasmique. Donc, tout échange qui va s'effectuer entre la frite et le tube, donc la solution qui se trouve dans le tube, ce sera uniquement des échanges d'eau et non pas des échanges de sucre. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser ces échanges d'eau pour calculer le potentiel hydrique? Eh bien, on va utiliser ces échanges pour estimer le potentiel hydrique en se basant sur la mesure du poids des frites avant et après incubation. Incubation, c'est-à-dire la mise en contact avec la solution de saccharose pendant une certaine durée. Ça veut dire qu'on va utiliser la variation de poids comme paramètre qui va nous indiquer qui va nous indiquer le potentiel hydrique, ou la différence de potentiel hydrique. Voyons voir la chose depuis le début, d'accord? On va prendre le cas d'une cellule donc on va imaginer la cellule, c'est la frite, d'accord? On va mettre la frite en présence d'un milieu qui est hypotonique. C'est-à-dire que le saccharose, le tube qui contient le saccharose, cette concentration de saccharose, soit qu'elle est nulle, soit qu'elle est extrêmement faible. Donc le milieu est hypotonique par rapport à la frite. Dans ce cas, le potentiel hydrique le plus élevé se trouve où? Répondez-moi. Dans le cas d'un milieu hypotonique, un tube qui contient très très peu de saccharose ou pas de saccharose, le potentiel hydrique le plus élevé se trouve où? Dans le tube ou bien dans la frite? Oui? Je vous écoute? Oui? Alors je vais voir. Bien sûr, il va se trouver à l'extérieur. Bien sûr, voilà, donc il y a des gens qui répondent sur le chat. Donc effectivement, le milieu hypotonique, c'est là où l'eau a plus d'énergie que dans la cellule. Dans ce cas, l'eau va se déplacer dans quel sens? On a dit, se déplace du milieu le plus élevé, à potentiel hydrique le plus élevé, vers le milieu à potentiel hydrique le plus faible. Ça veut dire que ça va se passer de l'extérieur, c'est-à-dire du tube, vers la frite. OK? Donc, je vais avoir un déplacement, effectivement, de l'eau de l'extérieur, c'est-à-dire du tube, vers la frite. Donc, je vais avoir une entrée d'eau. Vous voyez la flèche bleue, elle montre une entrée d'eau dans la cellule. Dans ce cas, je vais avoir une entrée d'eau. Le poids de la frite, est-ce qu'il va rester le même? Non. Le poids, il va augmenter. On a dit qu'on va se baser sur la variation du poids pour comprendre le sens du déplacement de l'eau. Donc, j'ai le poids de la frite, j'ai un poids initial et j'ai un poids final. Donc, avant de mettre la frite en présence d'un milieu hypotonique, je dois peser ma frite et à la fin, après un certain temps d'incubation, je vais repeser ma frite. Et si jamais j'ai une entrée d'eau, ça veut dire que le potentiel hydrique de la frite était inférieur à celui du milieu et je vais avoir donc absorption d'eau par la frite, augmentation du poids et delta P sera positif. Hein? Poids final moins poids initial sera une valeur positive. Dans le cas où je prends une frite et qu'elle se retrouve en présence d'un tube contenant du saccharose à forte concentration, donc un milieu hypertonique. Le potentiel hydrique le plus fort, il se trouve où? Il se trouve dans la cellule. Donc, le potentiel hydrique de la frite est supérieur à celui du milieu, c'est-à-dire le tube contenant le saccharose. Et je vais donc avoir un déplacement d'eau du milieu à potentiel hydrique élevé vers le plus faible, donc de la frite vers le milieu extérieur. Le poids final de ma frite, il sera plus petit qu'au départ, donc plus faible. Le poids de la frite diminue, donc le delta P sera négatif. Poids final plus faible que le poids initial, donc la valeur delta P sera négative.
si jamais je prends une frite et qu'elle se retrouve, cette frite, dans un milieu isotonique. Isotonique, ça veut dire que le potentiel hydrique de la frite est égal au potentiel hydrique du milieu. Comment je peux le savoir? Eh bien, rien qu'à partir du poids. Dans un milieu où le potentiel hydrique à l'intérieur est égal au potentiel hydrique à l'extérieur, on l'a dit tout à l'heure, autant d'eau qui rentre que d'eau qui sort, on va se retrouver avec un poids qui ne bouge pas. Et donc, le delta P sera nul. C'est bon? Bien. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise le principe de variation de poids pour calculer le potentiel hydrique? Pourquoi je vais utiliser cette technique pour évaluer le potentiel hydrique de la frite? Qu'est-ce qui m'intéresse dans tout ça? C'est-à-dire, on va utiliser des tubes, comme vous allez le voir, on va utiliser des tubes à différentes concentrations. Qu'est-ce que je cherche à travers ces tubes? Qu'est-ce qui m'intéresse? Parmi tous les tubes, qu'est-ce que je dois rechercher? La quantité d'eau qui a sorti ou bien entrée. Non? J'ai pas bien entendu. Répétez, s'il vous plaît. J'ai dit qu'on cherche la quantité d'eau qui est entrée ou bien qui est sortie. Alors, je ne cherche pas à savoir est-ce qu'il y a entrée ou est-ce qu'il y a sortie. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus importante, qui m'intéresse, qui me permet. N'oubliez pas l'objectif. N'oubliez pas l'objectif. Moi, je cherche à calculer quoi? Je cherche à calculer le potentiel hydrique de la frite. C'est-à-dire, j'essaie de trouver la force qui permet à la frite d'absorber l'eau. Et bien sûr, le potentiel hydrique initial de ma frite. C'est-à-dire, lorsque je prends la pomme de terre, elle a un certain potentiel hydrique. Si je la mets dans l'eau, elle est capable d'absorber l'eau. Cette force qu'elle a, cette énergie qu'elle a, ma frite, c'est ça que je cherche à déterminer. Mais moi, j'ai pris ma frite, je l'ai mise en contact avec différents milieux, c'est-à-dire différentes concentrations de saccharose. Et je veux déterminer le potentiel hydrique. Ces différents tubes de saccharose, est-ce qu'ils me sont tous utiles en fin de compte? Ils sont nécessaires dans ma démarche. Ils sont très importants pour ma démarche. Mais parmi les tubes, quel est le tube que je dois rechercher, qui est très important pour moi et qui me permet de calculer le potentiel hydrique de ma frite? On ne va pas considérer le milieu isotonique, bien sûr. Ce sera le milieu pour lequel j'ai égalité entre le potentiel hydrique de la frite et le tube de saccharose. C'est-à-dire, dans les différents tubes, je vais avoir soit le potentiel hydrique de la frite est supérieur au milieu extérieur, soit qu'il est inférieur au milieu extérieur. Mais parmi les tubes, il se peut que j'ai un tube où le potentiel hydrique de la frite est égal au potentiel hydrique du tube avec le saccharose, c'est-à-dire le potentiel hydrique de la solution de saccharose. Oui ou non? En fait, lorsque j'obtiendrai un delta P égale 0, je saurai que c'est ce tube-là qui permet de calculer le potentiel hydrique de la frite. Pourquoi? Parce que là, je vais calculer indirectement le potentiel hydrique de la frite en calculant tout simplement le potentiel hydrique du milieu. Je n'ai pas besoin de connaître le potentiel osmotique et de turgescence de la frite. Je n'ai pas besoin. Je n'ai qu'à calculer le potentiel hydrique de mon milieu, qui est facile, puisque dans le milieu, dans le tube IC, à quoi est égal le potentiel hydrique? C'est égal au potentiel osmotique. C'est facile. Et si je connais le potentiel hydrique dans mon tube, là, si je le connais, c'est la même valeur pour ma frite. Peu importe la valeur du potentiel osmotique et de turgescence de ma frite, je ne les cherche plus, je n'en ai plus besoin parce que je suis dans une situation d'égalité. Ça veut dire que lorsque je vais procéder de la façon dont on va traiter nos frites, c'est-à-dire on va procéder en pesant nos frites avant et après contact avec le saccharose, l'objectif c'est quoi? C'est rechercher une situation où delta P est égal à 0. À cette situation-là correspond une concentration de saccharose dans le milieu extérieur
pour laquelle le potentiel hydrique de ce saccharose est égal au potentiel hydrique de ma frite. Voilà. Donc, principe de la méthode, je continue toujours. On va faire, donc, comme on a dit, la pesée des frites, et puis on va les mettre en contact avec différentes concentrations de saccharose. Et à la fin, on doit faire une représentation graphique de la variation de poids des frites en fonction de la concentration en saccharose du milieu. Cette représentation graphique, c'est elle qui va me permettre de déterminer la concentration pour laquelle delta P égale 0. Pourquoi j'ai besoin d'un graphique? Parce que je ne suis pas sûre que les concentrations que je vais utiliser, je vais tomber sur une concentration précise de mon tube pour laquelle delta P égale 0. Il se peut que cette concentration soit entre deux tubes. Il se peut que ce soit entre deux tubes. C'est-à-dire, je suis à concentration, je dis n'importe quoi, 0,3 molaire de saccharose, delta P est positif. D'accord? Je passe à 0,4 molaire, delta P est déjà négatif. Je n'ai pas de valeur 0. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, en fait, c'est une concentration entre les deux. Ça peut être 0,31, 0,32, 0,312, 315 molaires. Donc, je ne sais pas. Il y a une infinité de valeurs. Il y a une infinité de valeurs entre 0,3 et 0,4. Je ne sais pas quelle est la concentration exacte. En fait, grâce à la courbe, je vais pouvoir trouver le point ou la concentration exacte pour laquelle delta P est égal à 0. Alors, la valeur du potentiel hydrique du milieu d'incubation pour laquelle delta P égale à 0, donc, peut être calculée tout simplement en prenant la concentration pour laquelle delta P égale à 0. Ce sera la concentration, non pas de la frite, mais la concentration du saccharose dans le tube. Parce que je n'ai aucune idée sur la frite, je ne sais pas. Mais juste cette concentration me permet de calculer le potentiel hydrique de ma solution de saccharose. Et le potentiel hydrique de ma solution de saccharose pour le point où delta P est égal à 0, là, le potentiel hydrique est égal au potentiel osmotique. Et le potentiel osmotique est égal à moins CRT, donc C, je la connais. Voilà donc pour le mode opératoire, donc préparer la gamme du saccharose. Donc on a besoin de plusieurs tubes, donc on a besoin ici de 7 tubes, d'un flacon contenant la solution mère qui a une forme molaire, on a besoin d'eau distillée, on a besoin d'une pipette tout simplement, et on prépare notre gamme de saccharose. Alors bien sûr, c'est à vous de compléter le tableau, sachant qu'on prépare à partir d'une solution molaire, une fois molaire donc de saccharose, on prépare 7 tubes à essai contenant les concentrations suivantes, 0, 0,1, 0,2, 0,3 jusqu'à 0,6 molaire. Et c'est à vous de calculer le facteur de dilution, le volume de la solution mère à mettre dans chaque tube et le volume d'eau distillée qu'il faut mettre à chaque fois. Donc, complétez le tableau. Une fois qu'on a préparé les tubes, on homogénise bien au vortex. D'accord? On agite bien au vortex chacun des tubes. Et ensuite, ils sont prêts pour l'utilisation. Alors, d'un autre côté, on va préparer les frites. Alors, les frites, on va les découper. Il faut qu'ils aient une certaine taille. Il faut respecter les tailles. Sur la même pomme de terre, on va découper cette frite. Les 7 frites doivent être non pas trop grosses ni trop fines. Hein. On ne fait pas de trop grosses frites qui ne peuvent pas rentrer dans le tube. On ne fait pas des frites qui sont très fines. On ne fait pas des allumettes. Hein. Donc, il faut vraiment respecter les dimensions. Alors, on vous indique les dimensions. On met des frites qui ont une longueur entre 5 et 7 cm. D'accord? Entre 5 et 7 cm. Et on met... disons, on les découpe de telle sorte que la section de chaque frite, vous savez que la frite, elle doit avoir une section carrée, et la section carrée doit être légèrement inférieure à 1 cm, légèrement, 0,9, 0,8 cm. Pas trop mince, pas trop grosse. Tout simplement pour que ça puisse rentrer dans le tube à essai. Voilà. Il faut que ça rentre facilement et que ça sorte facilement aussi du tube à essai. On fait sécher légèrement les frites en les passant sur du papier absorbant. C'est-à-dire on fait juste rouler les frites sur du papier absorbant pour enlever l'excès d'eau qui se trouve à la surface. Après, on enveloppe les frites dans un morceau de papier aluminium et on met un numéro. Pourquoi le papier aluminium? Pour 2 choses. Parce que le papier aluminium permet de protéger la frite, que l'eau qui se trouve dans la frite ne s'évapore pas, donc quand je n'ai pas une perturbation de son potentiel hydrique initial, et permet également de mettre un numéro à la frite.
Parce que chaque frite doit aller dans un tube bien précis. Alors, je ne peux pas numéroter les frites directement, bien sûr. On prend la frite avec le papier alu et on fait une première pesée. Ça, c'est la pesée initiale. Après quoi, on va mettre chaque frite avec le numéro correspondant dans le tube qui lui correspond. La frite numéro 1 dans le tube 1, la frite 2 dans le tube 2, etc. Il ne faut pas les mélanger. Il faut avoir un tableau bien préparé, bien présenté, avec les poids initiaux. Bien sûr, on n'oublie pas d'enlever le papier aluminium avant d'introduire les frites dans le tube. Et on n'oublie pas non plus de garder le papier aluminium soigneusement intact. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre de morceaux de ce papier aluminium. Il ne faut pas mettre de l'eau ni quoi que ce soit sur ce papier aluminium. Il doit rester sec et entier. Pourquoi? Parce que le même papier aluminium, on va l'utiliser à la fin de l'incubation pour peser une deuxième fois les frites. Si je mélange les papiers, je vais avoir n'importe quelle pesée finale. Donc, le même papier pour la même frite au début et à la fin. Donc, on va homogénéiser les essais, donc on va homogénéiser les frites qui sont à l'intérieur des tubes. On va vortexer toutes les 20 minutes ou tous les quarts d'heure. Et on va laisser pendant 60 minutes pour que les échanges se fassent tranquillement entre la frite et le milieu extérieur. Après, on va sortir les frites. On ne va pas les mélanger, il faut les sortir une à une. Et on sait très bien où est la frite 1, où est la frite 2. Vous savez que les frites ne sont pas numérotées. Il ne faut pas les mélanger. On va les passer doucement encore sur le papier absorbant pour enlever l'excès de solution qui se trouve à l'extérieur. On va les remettre dans le même papier aluminium correspondant. D'accord, la frite 1 dans le papier 1, etc. Et on va faire une deuxième pesée qui sera la pesée finale. Alors, pesée finale et pesée initiale vont nous permettre de calculer le delta P. Voilà donc le tableau de données brut que vous allez avoir, ou que vous êtes censé avoir. On vous le donne. Le poids initial en grammes et le poids final également en grammes. Pour chaque tube de saccharose, donc pour chaque concentration de saccharose. On va prendre ces valeurs de delta P, de poids, et on va calculer delta P, et on va l'exprimer en pourcentage, bien sûr. Alors, le tableau sera à compléter. Donc, le tableau qu'on vous a donné, c'est à compléter. Vous calculez bien sûr le delta P, c'est la variation de poids absolu, c'est poids finalement poids initial. Vous calculez également le poids, la variation de poids relative, c'est delta P sur P initial, et vous exprimez la variation de poids relative en pourcentage. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous demande de faire le calcul des variations de poids relatives? Eh bien, tout simplement parce que nous avons travaillé sur des frites qui n'ont pas exactement le même poids initial. Donc, delta P n'aura pas de sens. Il faut absolument, pour pouvoir se baser uniquement sur delta P, il faut que le poids initial de toutes les frites soit identique. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on va utiliser les variations de poids relatives pour tracer notre graphique. Donc, on va représenter graphiquement delta P en pourcent en fonction des concentrations de saccharose en molaire. Pourquoi est-ce qu'on fait un graphique? Je l'expliquais tout à l'heure, parce que c'est le graphique qui va me permettre de trouver delta P égale 0. Et une fois que j'ai trouvé le delta P égale 0, je dois déduire le potentiel hydrique du matériel étudié. Je passe donc rapidement à la deuxième partie du TP, c'est la mesure de la transpiration de la jeune plante de menthe. Je vais vite, c'est surtout parce que je vois qu'il y a vos camarades qui se sont déconnectés. Je pense qu'ils ont des problèmes de connexion. Alors, je vais vite pour qu'ils puissent profiter du maximum d'informations. Que vous puissiez, vous, profiter du maximum d'informations avant que vous ne soyez déconnectés. Alors, pour la deuxième expérience, toujours du même TP, c'est réaliser une mesure quantitative de l'eau transpirée par des plantules de menthe, et cela dans deux situations différentes qui sont la lumière et l'obscurité. Donc, en même temps qu'on va mettre en évidence et qu'on va mesurer la transpiration, on va faire une comparaison de la transpiration dans deux situations qui sont la lumière et l'obscurité. Quel est le principe de la technique ou de la méthode qui va être utilisée? Le principe est une mesure, bien sûr, de transpiration de façon indirecte encore, et on va
partir de l'hypothèse déjà qu'une plante bien alimentée en eau, c'est-à-dire une plante qui est en pleine turgescence, une plante qui ne souffre d'aucun manque d'eau, donc bien alimentée en eau, bien hydratée. Dans cette plante-là, on va partir du principe que le volume d'eau qui rentre est égal au volume d'eau qui sort, c'est-à-dire le volume d'eau absorbé est égal au volume d'eau transpiré. Pourquoi est-ce qu'on part de ce principe? Parce qu'on va utiliser un système qu'on appelle le potomètre qui fonctionne comme sur le principe d'un vase communicant. Un vase communicant à volume d'eau bien précisé, bien fixe. Alors, vous voyez devant vous un schéma qui représente un dispositif qui ressemble à un potomètre. C'est un dispositif que l'on est censé monter ensemble en TP. Alors, ce dispositif est constitué d'un flacon rempli avec de l'eau, juste de l'eau distillée, d'un bouchon avec deux trous, un bouchon en caoutchouc avec deux trous qui permettent de placer la tige de menthe par un trou et placer un capillaire gradué, donc une pipette graduée tout simplement, dans le deuxième trou. Alors le principe c'est quoi? Le principe du potomètre consiste à mesurer le volume d'eau transpiré par les feuilles en mesurant tout simplement le volume d'eau qui disparaît dans le flacon. Je répète, on a dit que dans le cas d'une plante bien alimentée en eau, le volume d'eau qui est absorbé, c'est-à-dire absorbé du flacon, est égal au volume d'eau qui est transpiré par les feuilles. Donc, si je peux mesurer, si j'ai le moyen de mesurer le volume d'eau qui a disparu de mon flacon, je peux dire, voilà, ce volume d'eau, c'est lui qui a été transpiré. Mais il y a une condition très importante pour que ça marche, il faut que le système soit vraiment étanche. S'il n'y a pas d'étanchéité du système, ça ne marchera pas. Alors, la pipette graduée que vous voyez là, c'est une pipette d'1 millilitre qui est graduée, donc là, on a une graduation principale, c'est 0,1 millilitre, et les graduations secondaires, c'est 0,01 millilitre, ça veut dire 10 microlitres. Alors, cette pipette, elle est également remplie avec de l'eau jusqu'au trait 0 au départ. On a dit que ça va fonctionner comme un vase communicant, c'est-à-dire que si jamais la plante, elle transpire, voilà, les feuilles vont transpirer de l'eau. Cette eau, elle vient d'où? Elle vient de ce qui a été absorbé. OK? Et ce qui a été absorbé va entraîner une baisse du volume d'eau dans le flacon. Mais comme j'ai une pipette qui est remplie d'eau, elle joue le rôle de réservoir qui va remplacer l'eau qui est partie. L'eau qui est partie par la plante va être remplacée par l'eau qui se trouve dans la pipette, dans le capillaire. Et donc, je vais lire sur la pipette le niveau de l'eau qui va baisser. Donc, je vais lire le volume qui est parti. D'accord? Voilà, donc c'est le principe qu'on va utiliser dans cette mesure. Donc, l'absorption de l'eau par la plante va engendrer une baisse du niveau d'eau dans le bocal qui va être compensée par l'eau dans la pipette. Et donc, on peut lire la dénivellation sur la pipette qui va nous donner la valeur exacte. Alors, on prépare en fait deux dispositifs en même temps. Si vous étiez en salle de TP, voilà ce que vous feriez. Vous préparez un potomètre pour la plante qui sera à la lumière et un autre pour la plante qui sera placée à l'obscurité. On remplit les flacons à ras-bord avec de l'eau distillée, donc on remplit bien les flacons jusqu'au bout. Et on place bien sûr la tige. Mais avant de placer la tige, on va bien sûr fermer, on va placer le bouchon, on va le mettre en place. Et on va prendre la tige et on va éliminer toutes les vieilles feuilles, les feuilles âgées, abîmées, jaunes, qui se trouvent sur la tige. On choisit bien nos tiges de telle sorte à ce qu'elles aient beaucoup de feuilles bien portantes, bien vertes. Après, on va couper la tige, on va faire une section nette, une nouvelle section à la base de la tige. La tige de menthe, on peut avoir des nécroses, on peut avoir des saletés qui ont bouché l'extrémité de la tige, l'extrémité basale de la tige. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient et on va renouveler la section. C'est-à-dire, on va mettre une section nette, propre, et on ne va pas couper dans l'air, mais on va plutôt couper en plaçant la tige dans une boîte de pétri remplie avec de l'eau, et on va couper. Et lorsqu'on coupe, on va couper de façon oblique, de façon tangentielle. C'est-à-dire, si c'est ça ma tige, je coupe de façon tangentielle, comme ça, de telle sorte à ce que j'ai une plus grande surface de contact entre la tige et l'eau.
Pourquoi je coupe dans l'eau? Eh bien, tout simplement pour éviter qu'il y ait, si je coupe dans l'air, je risque d'avoir une bulle d'air qui rentre dans ma tige, donc il va boucher les vaisseaux conducteurs du xylème qui sont extrêmement fins. Donc, je ne vais pas avoir une bonne circulation d'eau dans mon système. Une fois que j'ai préparé ma tige, je vais l'insérer doucement, sans l'écraser, dans le premier trou qui se trouve dans le bouchon placé sur le flacon du potomètre. Donc, la flèche jaune vous montre l'emplacement de la tige. Alors, bien sûr, parfois, vous savez que la tige, elle a une section carrée, la tige de menthe, elle a une section carrée, et le trou, il est circulaire. Donc, je risque d'avoir des endroits où c'est libre, où je pourrais avoir une fuite d'eau, une sortie d'eau, c'est-à-dire je ne vais pas avoir d'étanchéité. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la pâte à modeler. D'accord? Vous connaissez, je pense, la pâte à modeler, la agine. On l'utilise en colmatant les trous qui se trouvent autour de la tige. C'est-à-dire qu'on ferme tous les trous, tous les espaces libres qui se trouvent entre le bouchon et la tige. Il faut vraiment qu'il y ait un contact de la tige complet avec le bouchon. Il faut que le système soit vraiment étanche. On utilise également le parafilm, qui est un plastique fin extensible. C'est un film en plastique qui permet de bien maintenir la tige et le bouchon sur le flacon. Et on introduit donc là la pipette. La pipette, on la remplit. La pipette, on la remplit. On la remplit avec de l'eau, mais qui est colorée. Alors, on ne met pas n'importe quel colorant, on met le rouge neutre. Le rouge neutre, comme le nom l'indique, n'a aucun effet métabolique sur la plante. Aucun effet. Donc, qu'il y ait de l'eau pure ou qu'il y ait de l'eau avec du rouge neutre, ça n'affecte pas le fonctionnement de ma plante ni de mes feuilles. Alors, ça permet de faire quoi? Eh bien, tout simplement de colorer l'eau de la pipette et faciliter la lecture. L'eau, c'est quelque chose qui est transparent. Au niveau de la pipette, je risque d'avoir du mal à lire le niveau de l'eau. Alors, lorsque je mets un colorant, c'est facile à lire et ça permet également de voir s'il y a des bulles d'air qui sont dans la pipette et on peut les enlever. D'accord? Alors, on glisse cette pipette qui est remplie avec de l'eau colorée dans le deuxième trou du bouchon et on ajuste, parfois on a le volume qui n'est pas bien ajusté au point zéro au départ, donc on ajuste en utilisant une seringue qui est rallongée avec un cathéter pour faciliter l'addition ou la suppression des volumes d'eau qui sont soit annexés ou bien ajouter de l'eau qui manque. Donc, vous voyez là la flèche jaune marquée T0 vous montre le niveau 0, là où se trouve la solution, là où se trouve l'eau hein, dans mon capillaire gradué au départ. Donc je répète, la pipette elle joue le rôle de réservoir qui permet de fournir l'eau qui a disparu par transpiration et ça permet donc d'évaluer, de mesurer les volumes d'eau transpirés. Alors, on ajuste, comme j'ai dit, à l'aide de cette seringue munie d'un cathéter, on ajuste le volume d'eau dans la pipette pour être sûr qu'on est bien à zéro. Et là, on va dire, tiens, ça c'est le T0, je note le temps et je place mon flacon soit à la lumière, soit à l'obscurité. Là, donc, c'est le démarrage de l'expérience. Alors, pendant un certain temps, là, on a choisi 45 minutes, on va laisser la plante transpirer, soit en présence, soit en absence de lumière. Mais pendant les 45 minutes, on va faire une lecture du niveau, comme l'indique la flèche rouge. On va faire une lecture chaque 15 minutes. Chaque 15 minutes, on va aller et on va regarder le niveau atteint par l'eau dans la pipette. C'est-à-dire, on va mesurer le volume absorbé, donc le volume transpiré. Chaque quart d'heure, on va regarder, on fait une lecture sur la pipette. Alors, bien sûr, si jamais le niveau de la pipette devient trop faible, donc ça veut dire que la pipette, elle se vide et les 45 minutes ne sont pas encore terminées, il faut noter le niveau du volume d'eau dans la pipette et la re-remplir jusqu'à zéro à nouveau. Et ce sera donc un volume additif au volume précédent. On va additionner le volume au volume précédent. Voilà, une fois qu'on a fini, vous allez vous retrouver avec un tableau avec volume transpiré à la lumière et à l'obscurité en millilitres par plante. Bien sûr, dans la plante, pour la plante à la lumière, donc on a utilisé une plante de menthe qui est différente de celle qui est à l'obscurité. On n'a pas exactement la même, on ne peut pas placer la même tige à la lumière et à l'obscurité. Donc on a pris une tige qu'on a placée à la lumière et une tige qu'on a placée à l'obscurité. D'accord? Mais
Donc là, on a des volumes, millilitres, transpirés pendant 15 minutes, 30 et 45 minutes. Alors, avant d'exploiter ces données, il va falloir faire des petites corrections. L'objectif, on a dit au départ, c'est de comparer la transpiration à la lumière et à l'obscurité. Et si je veux comparer des choses, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'il faut que je compare deux choses pour lesquelles tous les paramètres sont identiques, sauf la lumière. Il faudrait que tous les paramètres soient constants, sauf la lumière qui soit présente ou absente pour les plantes. Mais lorsque je regarde la plante 1 et la plante 2, j'ai dit que ce sont deux tiges différentes. Donc, je ne suis pas sûre que ce sont des tiges qui contiennent exactement le même nombre de feuilles. Je ne suis pas sûre que ce sont des tiges qui contiennent des feuilles ayant exactement la même taille. Donc, ce sont des tiges différentes finalement. Et le résultat, je ne saurais pas l'expliquer. Est-ce que c'est dû à la présence ou absence de lumière, ou bien c'est dû au fait que j'ai des volumes, pardon, que j'ai des tailles et un nombre de feuilles différents dans l'une et dans l'autre. Ceci donc va m'amener à reprendre mes valeurs et à les transformer en quelque chose qui est comparable. C'est-à-dire, lorsque je dis que la plante 1 n'a pas le même nombre de feuilles que la plante 2, et les feuilles n'ont pas la même taille, pourquoi je parle des feuilles? Parce que ce sont les feuilles qui transpirent essentiellement. La transpiration à travers la tige est négligeable. Lorsque je dis le nombre de feuilles et la taille des feuilles, ça revient à dire en fait la surface foliaire n'est pas la même dans la plante 1 et dans 2. La surface qui transpire n'est pas la même. Parce que si je mets les feuilles l'une à côté de l'autre, toutes les feuilles, ça va recouvrir une certaine surface. Donc la surface transpirante dans la plante 1 est différente de la surface qui transpire dans la plante 2. Ce n'est pas la même chose. Et donc le résultat, je ne saurais pas l'expliquer. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas la même surface, l'une est supérieure à l'autre, ou bien c'est effectivement c'est la lumière et l'obscurité. Alors, pour régler ce problème, on doit transformer les résultats du tableau millilitres par plante en millilitres par centimètre carré de feuilles. 1 centimètre carré de feuilles à la lumière, combien elle transpire? 1 centimètre carré de feuilles de menthe à l'obscurité, combien elle transpire? Là, oui, là, je peux comparer. Bien. Alors, la comparaison de la transpiration des deux plantes ne peut être effectuée sur la base des données brutes, car les surfaces foliaires ne sont pas identiques. Il faut donc déterminer au préalable la surface foliaire de chaque plante. Parce que si je veux savoir combien transpire un centimètre carré, il faut d'abord que je sache quelle est la surface totale de mes feuilles dans la plante 1, quelle est la surface totale de mes feuilles dans la plante 2. Une fois que je sais quelle est la surface correspondante à chaque plante, je peux dire, par une simple règle de 3, combien transpire un centimètre carré ici et 1 centimètre carré là. Alors maintenant, pour calculer la surface foliaire, il nous faut connaître quand même certaines fois, avoir certaines dimensions. Or, la feuille de menthe, elle n'a pas une forme géométrique bien connue, bien régulière. Ce n'est pas un cercle, ce n'est pas un carré, ce n'est pas un rectangle, ce n'est pas un triangle, ce n'est pas un losange. D'accord? Donc, si je veux déterminer cette surface foliaire, il me faudrait un appareil. Il y a un appareil spécifique pour ça, par exemple un planimètre qui permet de déterminer la surface foliaire, mais on n'en dispose pas. Donc, on va le faire encore d'une façon indirecte. Alors, comment cela? Eh bien, on va utiliser une relation, la relation poids-surface. On va l'expliquer tout de suite. On va utiliser la relation entre le poids et la surface pour estimer la surface des feuilles de menthe. Comment faire cette détermination de la surface? Eh bien, on va prendre une feuille de menthe sur la tige qui était à la lumière. Et on va prendre une feuille sur la tige qui était à l'obscurité. On va les traiter exactement de la même façon. Et on va les garder séparément. Et on prend cette feuille-là et on va, avec une règle et un scalpel ou une lame de rasoir, on va découper sur la feuille, comme le montre le schéma, un carré qui fait 1 cm de côté. Pourquoi 1 cm de côté? C'est juste pour simplifier. Ça peut être un carré de 2 cm de côté. Ça peut être un rectangle qui fait 1 cm sur 2. L'essentiel, c'est d'avoir des dimensions précises, connues.
Une fois que je connais les dimensions, je peux calculer la surface de cette feuille ou de cette petite partie de la feuille. Donc, pour simplifier, on découpe un carré qui fait 1 cm de côté. 1 cm de côté, ça veut dire que cette surface, si je prends ce carré, cette surface, elle mesure 1 cm fois 1 cm, ça fait 1 cm carré de surface. Donc, la surface de cette petite partie de la feuille de mon petit s, je vais l'appeler, est égale à 1 cm carré. C'est bon? Qu'est-ce que je fais avec ce petit morceau de feuille? Eh bien, je vais le peser. Je vais dire que 1 cm carré pèse X milligrammes. Ensuite, je vais utiliser cette relation poids-surface pour déterminer la surface totale de ma plante. Je sais que, c'est quoi la relation? C'est 1 cm carré de feuille de menthe pèse X milligrammes. Eh bien, il suffit que je prenne toutes les feuilles qui se trouvent sur ma tige à la lumière, toutes les feuilles qui se trouvent sur la tige à l'obscurité, je les prends toutes ensemble et je rajoute également la feuille ici que j'ai découpée, le petit morceau, je remets tout dans le même tas, dans le même bloc et je fais une pesée. D'accord? Une fois que je les pèse, je vais avoir un poids Y. C'est le poids total de mes feuilles. Alors, question, est-ce que en ayant ces données, est-ce que je peux estimer la surface totale de mes feuilles? Est-ce que je peux calculer la surface totale de mes feuilles avec les données qu'on a jusque-là? Oui, je vous écoute. Comment est-ce que je peux calculer la surface totale? Alors, je répète, j'ai pris un petit morceau de feuille, d'accord? Les dimensions sont bien connues, c'est moi qui les détermine. Je prends 1 cm de côté, donc ça veut dire que je prends un carré qui fait 1 cm carré de surface. Ce petit carré rouge, il fait 1 cm carré. Je le pèse, donc ça me donne un poids qui est X milligrammes. Je prends toutes les feuilles, bien sûr, je n'oublie pas celle-là, tout ce qui était en train de transpirer à la lumière et tout ce qui était en train de transpirer à l'obscurité, bien sûr, séparément. Et je les pèse. Je vais avoir Y milligrammes pour la plante à l'obscurité, je vais avoir Y prime pour la plante à la lumière. Avec une simple règle de 3, je peux déterminer la surface totale de ma plante. Donc voilà, donc vous avez à faire ça. Tableau des données expérimentales. On vous donne 1 cm² de feuille à la lumière, combien il pèse. 1 cm² de feuille à l'obscurité, combien il pèse. On vous donne le poids total des feuilles de la tige qui était, enfin des feuilles qui proviennent de la tige qui était à la lumière, voilà. Et le poids de toutes les feuilles qui étaient à l'obscurité, voilà. Et on vous dit, calculez la surface totale en centimètres carrés. Une fois que vous avez calculé la surface totale, eh bien, vous pouvez très bien déduire, c'est à vous de réfléchir, c'est-à-dire vous allez reprendre le tableau de tout à l'heure, vous allez reprendre ce tableau, voilà, vous allez reprendre ce tableau et vous allez mettre ici d'autres valeurs qui correspondent à volume d'eau transpirée en millilitres par centimètre carré. En millilitres par centimètre carré. Je vais tout reprendre en utilisant les données que je viens d'expliquer. Et vous calculez donc l'intensité de transpiration de chaque plante en fonction du temps en l'exprimant en millilitres par centimètre carré de feuille. Et vous représentez ces résultats graphiquement, donc sur le même graphique, vous mettez lumière et obscurité, et vous comparez les intensités de transpiration des deux plantes et vous interprétez bien sûr les résultats. En se basant sur les données du coup que vous connaissez déjà ou les données que vous avez eues jusqu'à maintenant. Pareil, vous préparez un petit compte rendu pour cette partie et vous venez avec le jour de la séance de TP en présentiel. Voilà donc, ce sera tout.